Развитие, perspective, exchange, territory, participation, Entwicklung, conseil de développement. Euradio Nantes vous présente Fréquence Citoyenne, l'émission à l'écoute du futur. Bonjour à tous et bienvenue dans Fréquence Citoyenne, l'émission mensuelle du Conseil de développement de Nantes Métropole. Alors nous recevons aujourd'hui Bassem Massé, qui est adjoint au maire de Nantes, qui est chargé du dialogue citoyen et de la co-construction, je crois que c'est l'intitulé exact. Bonjour Bassem Massé. Bonjour. Philippe Audy qui est avec nous. Philippe, je le rappelle, est le président du Conseil de développement. Bonjour Philippe. Bonjour. Et j'ajoute même une étiquette, vous êtes depuis peu le co-animateur de la commission du débat public sur le grand débat qui vient de s'ouvrir à Nantes sur la Loire. Donc toutes mes félicitations. Merci. Alors Bassem Massé, nous allons parler de vos responsabilités d'élu, bien sûr, c'est celle qui nous intéresse particulièrement au Conseil de développement, mais pas que. Vous avez en effet un profil tout à fait atypique et un parcours personnel qui mérite qu'on s'y arrête un peu quand même. Vous avez 40 ans, vous êtes né au Liban. Alors le Liban quand même, on connaît un peu en France, il y a quelques liens historiques avec la France, c'est aussi une mosaïque de communautés dans la cohabitation peut parfois se révéler complexe. Mais cette précision, je la fais, je pense qu'elle n'est pas tout à fait inutile, puisque vous avez passé votre enfance et votre adolescence à Beyrouth, dans un Liban qui était déchiré à cette époque-là par une guerre civile assez violente. Et cette guerre, elle a commencé à peu près à votre naissance, dans le milieu des années 70, et elle s'est terminée en 90 avec ce qu'on appelait les accords de Taïf, accords dont on attend toujours l'application, je crois. Et 1990, c'est l'année de vos 16 ans. Vous étiez adolescent à cette époque. Et c'est le moment où vous arrivez en France avec vos parents, à Lyon plus exactement. Et vous avez fait vos études, que vous avez terminé à Grenoble avec une école de commerce. Et vous êtes aujourd'hui directeur pour la France d'un éditeur international de logiciels libres qui s'appelle Alfresco. Et vous avez un parcours professionnel, disons, qui a plutôt une allure numérique. Vous avez travaillé dans des cabinets de conseil, mais aussi dans des startups. J'allais dire, vous êtes une sorte de geek en costume cravate. Je ne sais pas si la formule est juste. Et vous êtes installé à Nantes depuis 2007, ville dont votre épouse est originaire. Alors dans les couples, il y en a souvent un qui retourne au pays, un qui suit. En l'occurrence, là, c'est vous qui avez suivi. Mais finalement, vous ne semblez pas le regretter, puisque vous êtes devenu aujourd'hui adjoint au maire de Nantes, adjoint de Johanna Roland. Alors vous êtes au Parti Socialiste depuis quelques années, mais là encore avec un profil assez particulier chez les socialistes de nos latitudes. Vous ne correspondez pas au modèle habituel qu'on peut rencontrer ici. Et votre positionnement, j'allais dire, il se dessine un peu sur les réseaux sociaux, sur lesquels vous êtes assez actif, on peut dire. Alors je vais essayer de résumer très très grossièrement, mais disons qu'à gauche, vous êtes plutôt Laurent Bouvet que Terra Nova. Plutôt Marcel Gaucher qu'Édouard Louis, pour ceux qui ont suivi la polémique sur les rebelles. C'est un peu réservé aux initiés du microcosme politico-intellectuel, mais peut-être qu'on peut résumer ça par, disons, plutôt gauche sociale que sociétale. Ce qui est une nuance qui n'est pas tout à fait minime aujourd'hui. Alors, on va commencer par une question, comme d'habitude, par une question un peu personnelle. Ça vous manque pas un peu le Liban quand même? La grisaille humide nantaise, ça a son charme, mais peut-être pas autant que la montagne libanaise, et le hangar à bananes, c'est quand même pas tout à fait la corniche à Beyrouth, quoi. Oui, en effet, il y a un peu moins de soleil, mais en tout état de cause, comme ça fait maintenant depuis 1990, comme vous l'indiquiez, que j'habite en France, j'ai de fait un peu moins de soleil, puisque à Paris il y avait aussi la grisaille. Il faut dire aussi que je prends des coups de soleil un peu rapidement, donc le fait d'être au nord de la Méditerranée ne me fait pas de mal nécessairement. Alors, on va pas faire une émission sur le Moyen-Orient, mais quand même un invité libanais, c'est pas forcément habituel dans cette émission. Alors, sur les réseaux sociaux, vous réagissez souvent d'ailleurs aux problèmes du Moyen-Orient, et vous avez le sentiment que les analyses occidentales, notamment qu'on peut faire en France, sont un peu simplistes sur le sujet, ou qu'on dit un certain nombre de bêtises, ou de bêtises un peu binaires. Alors, je pense que toute la difficulté dépend de la source d'information que l'on utilise pour se renseigner sur cette région, comme sur d'autres régions aussi certainement. C'est-à-dire que plus la source doit aller vite dans son analyse, plus elle va être binaire de fait. Et c'est encore plus flagrant lorsqu'il s'agit d'une région aussi complexe,
que le Moyen-Orient, que ce soit historiquement, que ce soit dans sa sociologie, que ce soit dans les différentes cultures qui peuvent s'y retrouver. Et donc effectivement, souvent, quand on regarde les médias grand public, oui, l'analyse est un peu binaire, oui, l'analyse est un peu simpliste. Mais bon, quand on s'intéresse à un sujet, que l'on soit originaire de là-bas ou pas, en réalité, quand on s'intéresse à un sujet, aujourd'hui, il y a suffisamment de sources d'informations qui permettent de rentrer un peu plus dans le détail pour voir les nuances, pour voir la complexité et voir que les choses ne sont pas aussi simples que ce que l'on considère. Donc, je pense en particulier, par exemple, au regard que l'on peut avoir, notamment depuis 2 ou 3 ans, sur ce Moyen-Orient qui serait coupé en 2 parties, une partie sunnite, une partie chiite. En réalité, les choses sont bien plus complexes que ça et l'aspect confessionnel joue un rôle important, certes, mais ne doit pas être la seule grille de lecture quand on regarde cette région. Et en dehors de la grille confessionnelle, quelle est l'autre grille de lecture ? Alors, je pense que typiquement, l'autre grille de lecture peut très bien être une grille qui va séparer la droite et la gauche, comme on les a vécues ici depuis 200 ans ou 300 ans, sans nécessairement dire que les uns sont le bien et les autres sont le mal. Hein. Je suis pas dans un regard moralisant sur la politique, mais il y a un certain nombre d'autres grilles de lecture qui doivent être appliquées, et en tout cas, je pense qu'il faut déconfessionnaliser le regard que l'on porte sur le Moyen-Orient. Je prends juste à titre d'exemple, lorsque l'État islamique, au début de l'été, quand tout le monde s'est mis à entendre parler de l'État islamique, alors qu'en fait, en réalité, il existe depuis au moins 3-4 ans de manière très, très flagrante et une dizaine d'années encore plus tôt, quand tout le monde s'est mis à entendre parler de ce terme, État islamique, tout le monde a présenté cette organisation comme étant un peu comme si c'était le porte-parole des sunnites au Moyen-Orient. Alors évidemment, moi je me suis un peu insurgé contre ça, quelques autres auteurs bien plus connus et ayant beaucoup plus de crédibilité et d'impact que moi sur le sujet l'ont également fait, mais peu entendu dans la presse ou dans les médias grand public. En réalité, il y a quelques jours, s'est passé un drame où cette organisation de l'État islamique a perpétré un massacre, et un massacre qui a touché une tribu de l'ouest de l'Irak, et ils en ont massacré 200. Et cette tribu est une tribu sunnite. Donc évidemment, dans la presse ou les médias grand public, ça perturbe un peu la grille de lecture. Du coup, on en parle un peu moins parce qu'on ne sait pas vraiment comment l'expliquer. En réalité, c'est juste qu'ils ont cette organisation État islamique dont on parle beaucoup en ce moment, est une organisation qui a une vision politique. Cette vision politique est relativement minoritaire, mais elle a réussi à s'imposer par la force. Ça arrive souvent dans cette région. Ça a eu aussi l'occasion d'arriver chez nous il y a encore 70 ou 100 ans. Donc c'est cette grille déconfessionnalisée que moi je promeus, de manière à pouvoir aller au-delà du côté binaire chrétien contre musulman ou sunnite contre chiite. Mais cet État islamique là que vous évoquez, il est tout près quand même du Liban aujourd'hui. Quel regard vous avez sur le Liban d'aujourd'hui ? Alors effectivement, ce que j'essaye de faire sur les réseaux sociaux, c'est de ne pas trop parler du Liban pour pas être trop catalogué comme le Libanais qui s'exprime en France, etc. J'ai un regard sur le Moyen-Orient qui pourrait très bien être celui de n'importe lequel d'entre nous, qui cherche un peu à aller dans le détail. En tout cas, en ce qui concerne le Liban, oui, le Liban a été touché par cet extrémisme islamiste qui a touché le Liban dès 2003, je crois, même à la fin des années 90 déjà, il y a eu des accrochages entre l'armée régulière et des groupes qui se rattachent à cet extrémisme-là. Il y en a eu encore cet été, au mois d'août, où ils ont envahi une région, donc ce deux groupements, État islamique d'une part et Jabhat al-Nusra d'autre part, sont arrivés du côté de la Syrie, sont rentrés au travers de la frontière libanaise dans une ville qu'ils ont occupée pendant plusieurs jours, et quand ils en sont repartis avec des militaires libanais pris en otage, contre lesquels aujourd'hui ils essayent de négocier des libérations de prisonniers au Liban, etc. Donc le Liban est directement touché par ça, et naturellement, du fait que le Liban soit une mosaïque de confessions, comme vous le disiez tout à l'heure, mais aussi une mosaïque sociologique également, eh bien, de ce fait, l'État islamique trouve un certain écho auprès d'une certaine population. Alors naturellement, c'est une population sunnite, de fait, puisque l'État islamique ne s'adresse qu'à cette confession-là, mais plus particulièrement une partie des musulmans sunnites libanais, des Libanais musulmans sunnites pour aller dans le bon sens des mots. Souvent, ce sont les classes populaires, souvent ce sont des gens qui sont des laissés pour compte du système libanais, qui est un système très libéral d'un point de vue économique, et donc ce sont eux que les extrémistes touchent en premier. Mais quand vous parliez de la grille confessionnelle, c'est quand même toujours elle qui structure les institutions au Liban. On n'a pas beaucoup changé sur ce plan-là. Entièrement. En fait, elle les structure. On a le sentiment que c'est une
avec notre regard d'ici, avec les 100 ans ou les 200 ans de culture que l'on a depuis la Révolution française et depuis l'instauration de la laïcité qui régit notre société, on a un regard sur le Liban qui nous donne l'impression que c'est vraiment une sorte d'aberration. En réalité, ça l'est tout en ne l'étant pas. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un pays qui n'a jamais vraiment fait sa révolution. C'est une société qui reste relativement conservatrice, encore une fois, sans que ça soit péjoratif dans ma bouche. Et du coup, elle est restée sur une logique de séparation non pas par catégorie sociale, mais plutôt par confession. Ce qui a pu poser problème et qui a contribué à déclencher la guerre de 1975, mais qui ne doit pas être non plus la seule grille de lecture, dans la mesure où, même durant la guerre du Liban, vous aviez par exemple beaucoup de chrétiens qui étaient du côté des Palestiniens et des Syriens, et donc de la majorité des musulmans, simplement parce que c'était des chrétiens qui s'estimaient laïcs, de gauche, etc., et donc qui se sont placés sur l'autre bout de l'échiquier politique. Donc même dans ces cas de figure, il y a un peu de nuance à prendre en compte qui permet de mieux comprendre ce qui se passe. Oui, on a souvent oublié d'ailleurs que les Palestiniens les plus extrémistes pendant ma jeunesse, ils étaient plutôt chrétiens. Enfin, genre Jabash, Naïf Awatmé, etc., étaient plutôt des chrétiens, c'était pas des musulmans. Exactement. Et en fait, ça s'explique par le fait Ça s'explique par un point qui est assez simple en réalité, c'est que au sein des chrétiens, il y a deux écoles. Une première école qui considère que son ouverture et son attachement va plutôt vers l'autre rive de la Méditerranée, donc plutôt le lien avec l'Occident. Ceci est facilité évidemment par la foi religieuse, par l'exercice du culte, mais également par la langue ce sont des gens donc qui ont très vite appris le français du fait des Européens qui ont pu s'installer là-bas et donc qui sont rentrés en contact avec eux en premier. Et du coup, cette école-là a créé, a établi et a fait perdurer un rattachement à l'Occident, là où une autre partie des chrétiens, qui est typiquement les chrétiens orthodoxes en l'occurrence, qui eux n'étaient pas en lien direct avec Rome et encore moins en lien direct avec la France, a cherché plutôt à développer une modalité d'intégration dans la société moyen-orientale. Et cette modalité d'intégration, c'était de promouvoir la laïcité, des idées de gauche, des idées parfois nationalistes, tout en étant un peu de gauche, et de manière à considérer que l'appartenance de l'individu se fait d'abord à sa nation, à son État. Donc certains considéraient que la nation c'était la Grande Syrie, d'autres considéraient que c'était encore plus large que ça, le monde arabe. Et du coup, en se rattachant à ça, et en se rattachant à une forme de laïcité qui leur permettait de s'extraire de leur appartenance religieuse, eh bien ils se sont retrouvés pendant la guerre du Liban du côté des Palestiniens et des Syriens un peu plus tard. Avant de venir à la vie politique nantaise, on va prendre une première pause musicale. There's something in the way he moves, looks my way or calls my name, that seems to leave this troubled world behind. And if I'm feeling down and blue, or troubled by some foolish game, he always seems to make me change my mind. And I feel fine anytime he's around me now. He's around me now, almost all the time. And if I'm well, you can tell he's been with me now. He's been with me now, quite a long, long time. And I feel fine. Every now and then the things I lean on can lose their meaning, and I find myself careening into places where I should not let me go. No, he's got the power to go where no one else can find me, and silently remind me of the happiness and good times that I know. Just gotta know him. It isn't what he's got to say or how he thinks or where he's been. To me the words are nice the way they sound. I like to hear them best that way. It doesn't matter what they mean. He says them mostly just to calm me down. And I feel fine anytime he's around me now. He's around me now, almost all the time. And if I'm well, you can tell he's been with me now. He's been with me now, quite a long, long
Fréquence citoyenne. Oui, Bassem Assé, on pourrait passer évidemment beaucoup de temps sur la question du Liban. Vous nous avez donné quelques éclairages d'ailleurs qui nous inciteraient à approfondir notre faible connaissance finalement de cette région du monde. Mais je voudrais, avant de revenir sur Nantes, bien entendu, vous interroger, vous qui êtes un geek comme Gabriel Vitré l'a dit tout à l'heure, sur l'utilisation des outils numériques, en particulier par ce fameux État islamique dont on entend parler depuis, comme vous le dites, quelques mois. Mais quand on voit la maîtrise de ces outils, on imagine bien que c'est pas quelque chose de récent, et ça confirme ce que vous disiez, à savoir une organisation déjà ancienne et puissante. Tout à fait. En fait, vous vous rappelez certainement dans les années 70-80, quand un coup d'État arrivait dans un pays, la première chose que l'armée faisait, c'est qu'elle occupait la radio, la télé. Et donc, ça lui donnait accès aux médias de masse et ça lui donnait la possibilité de communiquer en direction d'une population qu'elle cherchait à attirer vers elle. Aujourd'hui, naturellement, les médias sont importants, mais il y en a tellement que ça noie un peu leur efficacité dans la propagande. Du coup, quand une organisation comme l'État islamique occupe un territoire et veut se faire remarquer, aujourd'hui, elle n'a pas réellement besoin d'aller attaquer les locaux d'Al Jazeera pour l'occuper et diffuser sa propre propagande. Il lui suffit de filmer ce qu'elle est en train de faire, de le mettre sur YouTube, et petit à petit, par l'effet viral, ça lui permet de se faire connaître. Et typiquement, là où ils ont montré vraiment leur force dans cette nouvelle façon de communiquer, c'est quand je ne sais pas si vous vous rappelez de ces images, ils ont fait venir des bulldozers pour défaire ce qu'ils considéraient comme étant la fameuse ligne Sykes-Picot qui départage la Syrie de l'Irak. Pour les populations locales, pour les différents peuples qui constituent le Moyen-Orient, c'est un élément extrêmement symbolique très fort. Ça modifie un mythe fondateur de la région, un mythe dans le sens, pas nécessairement dans le sens légendaire, mais un mythe fondateur de la région qui est cet accord Sykes-Picot qui sépare les différents pays les uns des autres au travers d'une ligne qu'à travers de YouTube, cette ligne a été complètement déformée. Donc ils sont vraiment très, très puissants dans ça, et évidemment ils ont des relais un peu partout dans le monde. C'est le côté un peu... eux-mêmes sont un réseau social finalement. Donc... Alors, de l'État islamique à Nantes, il y a quand même un chemin quand même à faire. Heureusement. Si on en vient à votre vie nantaise, vous avez une expérience politique effectivement assez récente. Comment est-ce qu'on devient adjoint au maire quand on s'appelle Bassem Assé ? J'ose pas dire par hasard, parce que je crois que le hasard n'existe pas complètement. En tout cas, c'était pas du tout prévu. C'est-à-dire que ce que je vais vous raconter là, probablement que certains de nos auditeurs ne vont pas le croire parce qu'ils n'ont pas cette image-là de la politique, et pourtant c'est vraiment comme ça que ça s'est passé, et mes plus proches savent que c'est comme ça que ça s'est passé. Donc j'ai été parisien pendant de longues années avec mon épouse, nos enfants. On a habité à Paris pendant 8 ou 9 ans, et durant cette période, j'avais envie de m'engager en politique. J'ai pris ma carte au Parti Socialiste en 2007-2008, mais en réalité, le rythme de la vie parisienne, mon travail, les enfants tout petits, faisait que je pouvais pas vraiment militer, et du coup je me suis senti un peu comme une sorte de militant de deuxième zone, et j'aime pas ça, donc j'ai rendu ma carte, et puis je me suis dit un jour peut-être quand j'aurai le temps. Et en réalité, une fois installé à Nantes, j'ai pas eu la possibilité de le faire, simplement parce qu'au début je continuais à être à Paris 4 jours par semaine, donc impossible de militer. Et puis finalement la campagne de François Hollande arrivant, donc en 2012, j'ai un peu milité d'un point de vue complètement virtuel, et puis ensuite j'ai pris ma carte, et donc finalement je suis au Parti Socialiste depuis à peine 2 ans. Et lors d'une réunion au mois de... Naturellement, j'avais pas spécialement cherché à me positionner ou à être visible ou je ne sais quoi. J'ai une vie professionnelle très, très prenante et des enfants en bas âge, donc j'estimais que j'avais pas le temps de m'engager. Et pourtant, j'avais envie quand même de faire la campagne des municipales, dans le sens de la faire d'un point de vue militant. Parce que, étant neuf dans la ville, étant dans la ville à l'époque depuis à peine 5 ans, j'avais envie de mieux connaître la ville, et je trouvais que mener une campagne électorale permettait en tout cas au niveau local, permettait de mieux connaître la ville, de mieux connaître les gens, de mieux connaître la sociologie de la ville, la psychologie des gens, etc. Ce que j'avais envie de faire. Et donc, du coup, lors d'une réunion de la section du Parti Socialiste, on nous a demandé si on souhaitait participer à des ateliers un peu avec des méthodes de créativité qui permettent de contribuer à créer et à établir le programme de la campagne municipale à venir. Ça, c'était durant l'été 2013. Et donc, c'est probablement là où quelqu'un a dû se dire,
il vient du privé, il sait à peu près lire, à peu près écrire, et donc peut-être que ça peut être utile de l'avoir de notre côté. Et du coup, tout ça s'est fait réellement à l'automne 2013, il y a à peine un an. Mais quel regard vous aviez sur la vie politique, enfin non seulement nantaise, mais aussi française. Enfin, quand même, quand on a passé son adolescence à Beyrouth pendant la guerre civile, les Liban, c'est un peu la formule de Clausewitz, hein, c'est la politique. Enfin, on continue. La guerre, c'est la politique qui continue par d'autres moyens. Alors qu'ici, les Kalachnikovs sont rangés. Mais quel regard vous portiez sur la vie politique française ? Alors, quand je suis arrivé en France pendant quelques mois, j'étais un peu déstabilisé parce que quand on a 16 ans, qu'on arrive en classe de seconde et qu'on se retrouve avec des gens qui ont 16 ans, mais qui ont vraiment 16 ans, contrairement à vous qui avez vécu la guerre et qui avez 16 ans, mais en fait pas vraiment 16 ans parce que vous êtes un peu plus mature que ce que vous devriez l'être. J'étais un peu perturbé, un peu paumé, disons, pendant quelques mois, en considérant que ma vie était toujours là-bas. Et en fait, c'est un jour, un week-end, tristesse, pluie à Lyon. Je me suis dit, bon, maintenant, faut arrêter, il faut couper, et puis il faut passer à autre chose. Et en fait, en passant à autre chose, pour moi, passer à autre chose, c'était me rapprocher des gens avec qui je vivais, les lycéens qui étaient avec moi en classe, mais aussi s'intéresser à la politique locale, à la politique du pays dans lequel je vivais, tout comme avant. J'avais mes amis du lycée, mais je m'intéressais aussi à la politique du pays dans lequel je vivais. Donc, assez vite, je me suis intéressé à la politique française. Assez vite, ça m'a paru évident que j'étais de gauche pour un certain nombre de points qu'on pourra éventuellement évoquer plus tard. Mais donc, du coup, je m'intéressais à la politique dès que j'étais arrivé en France, à Lyon à l'époque, à Paris encore plus. Et puis, quand je suis arrivé à Nantes, naturellement, je m'intéressais beaucoup plus à la politique nationale, mais petit à petit, vivant dans une ville dans laquelle je pense vivre en tout cas une grande partie de ma vie, je me suis aussi intéressé à ça, et donc petit à petit j'ai un peu compris comment ça marchait, etc. Donc qui était quoi et qui proposait quoi. Donc voilà. Et dans cet engagement à gauche, la laïcité tient une place, je crois, non ? Oui, tout à fait, complètement. Qui est liée aussi à votre histoire personnelle. Oui, complètement. Alors en plus, il se trouve que dans ma famille, il y a à la fois des chrétiens et des musulmans, et du coup la laïcité à la française me paraissait. Alors j'en étais pas nécessairement conscient quand j'étais au Liban, mais en tout cas en arrivant en France, j'ai compris ce que c'était, ce que ça pouvait apporter, et pour moi, mon engagement de gauche, c'est à la fois un rôle important de l'État dans la pacification de la société, au travers de la laïcité notamment, mais un rôle aussi important de l'État dans l'expression du point de vue du peuple, de ce vers quoi on souhaite tendre. Donc l'État à la fois comme pacificateur, comme régulateur, mais aussi comme moteur d'orientation de la société vers un avenir meilleur en principe. C'est pour ça que je suis de gauche. Et alors revenons sur votre entrée dans la liste de Johanna Rolland. On a compris que vous aviez un profil qui pouvait justement enrichir cette liste par rapport peut-être à des gens qui ont plus un parcours classique, on va dire, du point de vue du Parti socialiste et de la politique. Et la question que j'ai envie de vous poser, c'est comment cette délégation vous est échue ? C'est-à-dire, qu'est-ce qui a fait que c'est vous qui avez porté qu'on vous a confié cette délégation. Vous auriez pu être aussi sur le numérique, par exemple, puisque... Ou sur l'économie. Ou sur l'économie. Alors, à vrai dire, quand on m'a proposé d'être candidat, quand la secrétaire de section à laquelle j'appartiens au Parti socialiste m'a dit fais une lettre de candidature, je l'ai faite en me disant bon peut-être que je serai sur une place qui n'est non éligible, c'est pas grave, de toute façon j'ai envie de faire la campagne, donc du coup voilà, pourquoi pas. Et je l'ai fait, et en mettant dans ma lettre de candidature, j'ai plutôt mis en avant mon parcours professionnel, disons, le fait que je connais le monde de l'entreprise, que j'y travaille, que j'y passe une grande partie de mes journées. Et en réalité, c'est pas ça qui a joué. Je pense que ce qui a plus joué, c'est le fait que c'est le regard neuf à la fois sur le système politique, sur les mécanismes qui font la gestion d'une ville, mais aussi le regard neuf dans le sens où souvent en politique on fait la différence entre ceux qui font de la politique et la société civile. Moi je trouve cette distinction pas aberrante parce qu'elle est vraie dans beaucoup de cas, mais dommageable dans la mesure où ceux qui font de la politique sont aussi partie prenante de la société. Et dans mon cas, c'était encore plus vrai, puisque j'en avais jamais fait de la politique avant. Donc j'étais à la fois casquette société civile, entre guillemets, et à la fois casquette militant du Parti socialiste. Et je pense que pour
bien faire, bien mettre en œuvre ces dispositifs de dialogue citoyen, de démocratie participative, utilisons le terme que l'on souhaite, mais pour bien le faire et pour bien les mettre en place, bien les renouveler, il faut aussi avoir le regard neuf, avoir le regard de celui qui était citoyen tout à fait ordinaire il y a encore quelques mois et qui parfois a participé, parfois n'a pas participé du tout à ce type de dispositif. Et donc, je pense être capable de me mettre dans la peau de celui qui n'y participe pas. Et du coup, par cette empathie-là, essayer de trouver les moyens qui font que les gens puissent participer un peu plus. Vous avez appris quelque chose sur Nantes pendant cette campagne-là? Il y a des choses que vous avez découvertes? Vous êtes allé frapper aux portes, j'imagine? Oui, j'ai fait du porte-à-porte, j'ai fait de la distribution de tracts sur les marchés, que ce soit ici à Talensac, puisqu'on est juste à côté, ou ailleurs sur d'autres marchés. En fait, ce que j'ai appris, et je pense que ça c'est vraiment caractéristique de Nantes, c'est le fait que l'on est capable, que les citoyens nantais appelés à voter sont capables dans leur tête de faire la différence entre les problématiques nationales et les problématiques locales, celles qui sont bien gérées, celles qui sont moins bien gérées. Leur évaluation est relativement fine. Alors c'est peut-être une idée un peu, peut-être que je les mets un peu sur un piédestal, nos compatriotes, mais en tout cas, ce que j'ai constaté durant la campagne, c'est que on nous a jamais jeté, ou quasiment jamais, parce que par volonté de critiquer la politique nationale. En l'occurrence, à l'époque, c'était Jean-Marc Ayrault qui était Premier ministre, et donc c'était son bilan qui était défendu quand même durant cette campagne. Eh bien, cette distinction était faite par nos citoyens, et ça montre une certaine maturité de l'électeur, en tout cas nantais. Avant d'aller plus loin dans le sujet participation des citoyens, qui est un sujet vaste, on va prendre une seconde pause musicale. Every time I walked away, thought that it was done. And every try I made became the one I counted on. You knew me when I loved to lose and to lose again. Seems we're either giving up or giving in. But ooh, you girls, you drive me crazy. Ooh, you girls, you drive me crazy. Breaking bones that you tried to bend. Cry, cry, unforgiven. Some people think they know. Sometimes I think they know. Hey, hey, it's not that simple. Ooh, you girls, you drive me crazy. 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 So let's take another road, another road. 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 Ooh, you girls, you drive me crazy. 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 Fréquence citoyenne. Oui, nous sommes toujours avec Bassem Massé. Je vais venir maintenant sur ce mandat d'adjoint à la citoyenneté. Alors c'est un mandat qu'on a vu émerger peut-être dans le mandat précédent et qui est en train de s'installer partout, on va dire, dans
dans les collectivités, mais c'est peut-être un mandat qui est un des plus difficiles à exercer. La participation des citoyens à la vie publique est un thème qui alimente le débat public depuis une dizaine d'années à peu près, et pourtant, malgré cette volonté d'associer les citoyens à la marche de la collectivité, l'abstention continue à progresser lors des élections, y compris municipales, qui restait pourtant encore une élection très fréquentée, on va dire. Est-ce que la promesse politique de la participation a finalement été tenue ces dernières années ? Alors, c'est toujours compliqué parce qu'on va avoir tendance à chercher une réponse oui tenue ou non pas tenue. Alors que la réalité, elle est probablement, selon les cas et selon les lieux, je m'extrais un peu du cas nantais spécifiquement, selon les sujets et selon les endroits où l'on se trouve, la réponse est probablement oui dans certains cas et non dans certains autres cas. Mais vous avez entièrement raison, c'est un sujet qui a été mis au goût du jour avec Ségolène Royal durant sa campagne de 2007, mais c'est un sujet qui existait déjà dans la démarche des socialistes qui ont cherché à conquérir les municipalités dans les années 70 et en particulier la vague de 1977. Thierry Guidet en parle un peu dans son livre sur le socialisme dans l'ouest de la France. C'est un sujet qui les intéressait dès le départ parce que ça faisait partie un peu de cette mouvance qu'on appelait dans les années 60-70, donc autogestion, cogestion, etc., tout dans la mouvance du PSU, Michel Rocard, deuxième gauche. Donc la participation des citoyens, des acteurs dans les décisions qui sont prises et qui impactent leur vie, c'est quelque chose qui est fondamentalement présent dans la pensée socialiste, en tout cas de la fin du XXe siècle. Et c'est quelque chose qui a été mis en place par différentes municipalités. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui existe aussi à droite. En tout cas, à Nantes, ça a été mis en place durant, donc il y a 2 mandats, il y a 12 ans, sous l'intitulé qu'on appelait à l'époque Conseil consultatif de quartier, et ça a été renouvelé de manière assez conséquente, rendu un peu plus rigoureux, donc la méthode est devenue un peu plus rigoureuse durant le mandat qui s'est terminé en mars dernier, notamment sous l'intitulé Conseil de quartier. Donc entre-temps, la loi avait imposé le fait que des conseils de quartier puissent exister dans des villes de la taille de Nantes. Je pense que c'est quelque chose qui existe, je pense que c'est quelque chose qui marche, mais je pense que c'est quelque chose qui a besoin d'être renouvelé, notamment dans le sens, non pas nécessairement des méthodes, les méthodes ont besoin d'être renouvelées, mais surtout ce qui a besoin d'être renouvelé, c'est le panel auquel on arrive à s'adresser, avec lequel on arrive à interagir. C'est-à-dire qu'en fait, la vraie difficulté qu'on va devoir régler, en tout cas réussir à améliorer, c'est de réussir à toucher des populations des cibles, des segments de la population qu'on n'arrive pas à toucher aujourd'hui. Notamment par exemple les classes populaires, notamment les jeunes parents actifs. Typiquement, moi, avant, j'avais pas le temps d'y aller, je prenais jamais le temps d'y aller, et je suis pas le seul. Beaucoup de personnes de cet âge-là, de cette tranche d'âge-là, 25-35 ans ou 25-40 ans, n'ont pas le temps de venir à des réunions de dialogue citoyen à 19h le soir, ou voilà, c'est juste pas possible. Donc il y a un certain nombre de leviers sur lesquels on doit travailler de manière à attirer en plus des personnes qui participent aujourd'hui, puisqu'il ne s'agit pas de les exclure naturellement, ils ont un certain historique sur lequel il faut capitaliser, mais venir compléter cette population qui participe aujourd'hui avec d'autres apports, de manière à ce qu'il y ait une pluralité d'expression, une diversité de bagages, une diversité de parcours, une diversité de points de vue, et donc tout ça pour enrichir le débat et cette méthode délibérative qui permet d'aboutir à des éclairages nouveaux, complémentaires aux éclairages techniques. Et Philippe a employé l'expression promesse participative, c'est-à-dire que est-ce qu'on n'a pas aussi un peu peut-être fait croire aux gens qu'ils allaient participer à des décisions plus qu'ils ne l'ont cru, c'est-à-dire que on est dans une démocratie représentative. Alors on peut l'aimer ou pas, on peut faire la révolution si on en a envie, mais voilà, il y a quelqu'un qui décide et il y a des modes d'aide à la décision, il y a des modes de consultation. Et l'idée de cette démocratie participative, il y a aussi une ambiguïté, ce qui fait qu'on change les mots de temps en temps. On a dit maintenant elle est collaborative, maintenant on parle de co-construction. Vous avez dans votre intitulé de délégation adjoint la co-construction. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui co-construire une politique publique ? Comment on la co-construit ? Alors, vous avez entièrement raison. Je pense qu'il y a un premier écueil et une première erreur monumentale qui peut être faite, c'est de faire croire aux gens qu'ils vont avoir un impact qu'ils ne pourront de fait jamais avoir. Donc, il faut être très clair dès le départ, en énonçant les règles, en disant voilà quelles sont les règles, voilà les jalons, les bornes au-delà desquelles on n'ira pas parce qu'on a été élu sur tel programme, etc. Et surtout,
dire d'entrée de jeu, si on est dans une réunion dont l'objet est un objet d'information, donc là, c'est pas du dialogue, c'est le premier niveau du dialogue, c'est une information descendante. Deuxième niveau, c'est de la concertation, c'est-à-dire qu'en fait, il y a interaction autour d'un sujet avec un minimum de marge de manœuvre, mais en partant quand même d'un certain nombre d'options qui sont proposées, qui sont mises sur la table. Donc, premier niveau, information. Deuxième niveau, concertation. Et troisième niveau, la co-construction, c'est-à-dire qu'on part d'une page blanche. En réalité, on part jamais d'une page blanche, puisqu'on part toujours sur un territoire dans lequel vivent des gens, dans lequel il y a déjà des projets. Mais on part... Quand il s'agit de faire de la co-construction, on part de quelque chose où on a beaucoup de marge de manœuvre et on sait que le résultat de ce travail de co-construction a plus de chances d'aboutir dans sa globalité, dans la globalité de ce qui aura été exprimé. Donc ça, c'est le premier point pour moi, c'est de ne pas décevoir les gens en leur proposant des choses qu'on sait ne pas pouvoir atteindre. Donc d'entrée de jeu, énoncer les règles pour savoir où l'on est et où l'on va. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est le mot. Le mot démocratie participative peut être perturbant, simplement parce que dans la tête des gens, on n'entend que le mot démocratie et on a l'impression de mélanger démocratie représentative et démocratie participative. Or, les deux sont très différentes. D'un point de vue juridique, d'un point de vue légal, c'est la démocratie représentative qui régit notre vie en société. Et il n'y a que elle qui peut le régir dans la mesure où elle est ouverte à tout le monde. Tout le monde est appelé à voter, tout le monde peut venir voter. La démocratie participative nécessite un effort pour que les gens y aillent, participent, donnent leur point de vue, débattent entre eux et fassent avancer le projet par cette méthode délibérative. Donc ce sont vraiment deux mécaniques différentes. L'une complète l'autre, l'une ne peut pas remplacer l'autre. Et c'est pour ça que moi je préfère utiliser le terme dialogue citoyen plutôt que démocratie participative. C'est pas de la rhétorique, c'est juste pour que les choses ne se mélangent pas dans l'esprit des gens. Par rapport à ce que vous avez essayé d'éclairer derrière le mot démocratie participative, vous avez cité 3 cas. Le premier niveau, information, le deuxième niveau, des options avec un débat, le troisième niveau, la page blanche. Nous, on pense qu'il y a un 4e niveau qui est celui de l'initiative citoyenne. On a vu émerger depuis quelques années, il y a une vie associative ici sur ce territoire qui est particulièrement intéressante, et on a vu émerger des projets citoyens qui ont quelquefois été regardés d'une façon un peu condescendante par les représentants en charge de la conduite des affaires. Or, il y a des projets citoyens qui méritent tout à fait un intérêt. D'ailleurs, on le voit dans le débat autour de la Loire, puisque un des projets, par exemple, de franchissement, qui est le pont transborder, est un projet qui a été initié par des citoyens. Et le Conseil de développement a d'ailleurs joué un rôle dans la crédibilité de ce projet. Et aujourd'hui, la collectivité intègre cet ouvrage comme une des possibilités, bien sûr, de franchissement de la Loire. Donc je pense que ce 4e niveau, c'est-à-dire l'écoute des projets citoyens, me paraît un niveau intéressant, où là, c'est le citoyen qui interpelle la collectivité en disant, voilà, j'ai un projet pour mon territoire. Qu'est-ce que vous pensez de ces initiatives ? Je suis entièrement d'accord avec vous, sauf que je ne le placerai pas comme un 4e niveau, mais plutôt comme le point de départ d'un processus. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on est en train de mettre en œuvre, notamment dans le cadre des conseils de quartier, c'est la capacité des citoyens d'agir sur l'ordre du jour des réunions de conseils de quartier, et même plus, dans la campagne, on s'est engagé sur le fait que quelques fois par an, peut-être une fois au début, peut-être un peu plus tard, ces conseils de quartier puissent mettre à l'ordre du jour, proposer à l'ordre du jour proposer des points à l'ordre du jour du conseil municipal. Donc en fait, on va même encore plus loin que juste les conseils de quartier. Donc, dans un premier temps, les conseils de quartier, leur ordre du jour sera défini par des propositions qui remonteront du terrain, entre guillemets, des gens qui y participent, des citoyens. Et ensuite, un peu plus tard, s'il y a des sujets qui nécessitent de remonter au niveau du conseil municipal, eh bien en fait on est ouvert à l'idée. Donc je le placerai pas comme un 4e niveau, mais plutôt comme la base, en fait, le socle dont on part. Il y a un premier socle qui est les citoyens qui proposent, qui prennent l'initiative de proposer des sujets, et il y a un deuxième socle qui est la collectivité qui doit mettre à disposition des citoyens, des habitants, on a utilisé le terme socle commun dans le débat sur la Loire, donc un socle technique, entre guillemets, qui permette à chacun, s'il le souhaite, d'être au même niveau d'information que les autres, de manière à ce que le débat soit le plus juste possible. Alors naturellement, tout le monde n'aura pas le temps d'aller lire tous les documents, mais au moins les documents sont disponibles, l'information, les données brutes sont disponibles, de manière à ce que ces initiatives citoyennes soient les plus éclairées possibles. Mais est-ce que la définition que vous avez donnée de la démocratie représentative
elle n'est pas peut-être un peu idéalisée. C'est possible. Parce que, bon, il y a une forte abstention, enfin, Philippe l'a dit, donc il y a des gens qui ne se sentent pas représentés par la démocratie représentative. Il y a des citoyens aujourd'hui qui sont plus dans une relation de client, qui ne sont pas forcément une demande de citoyenneté, qui considèrent les élus comme des prestataires. Enfin, il y a quelque chose, il y a une demande sociale qui est extrêmement difficile à cerner. Donc, vous avez défini un certain nombre de principes, mais vous savez aussi que vous êtes un citoyen qui est devenu élu, mais vous savez quand même que dans votre milieu, il y a quand même beaucoup de professionnels de la politique, et que c'est pas forcément facile d'être un citoyen lambda et de devenir élu. Cette demande sociale est quand même pas très facile à cerner aujourd'hui. Tout à fait, entièrement, je comprends ce que vous dites, et clairement, il y a une vraie difficulté dans notre société, et ça ne concerne pas que la politique, ça concerne tous les autres domaines. C'est, en quelque sorte, probablement depuis 90 d'un point de vue symbolique, le marché a triomphé. Alors le marché a triomphé, et tant mieux pour le bonheur de nous tous sur plein de sujets, mais par contre ce rapport entre les gens qui peut être de plus en plus un rapport d'offre et de demande, c'est affreux. Je veux dire, c'est très bien dans le domaine économique, mais dans la vie d'une société, c'est quand même complexe, parce qu'une société, ça ne se construit pas que sur l'offre et la demande, elle ne peut pas se construire uniquement sur un rapport de je suis consommateur, je paye mes impôts, donc vous me devez des services. C'est pas exactement comme ça que ça marche, parce que l'objectif de tout ça, c'est quand même l'intérêt général. Et le marché, l'offre et la demande, son objectif, c'est pas que l'intérêt général en général, si tant est qu'il le soit un jour. Mais donc oui, clairement, il y a une difficulté dans le rapport entre les institutions politiques, entre les collectivités en l'occurrence, et les citoyens. Il y a un risque, c'est que ça devienne un rapport de consommateur et de producteur de services. En réalité, ça ne peut pas l'être, et il faut que l'on déploie toute la pédagogie possible pour expliquer que ça ne l'est pas. Et pour y arriver, eh bien, il faut justement faire en sorte qu'il y ait un maximum de personnes, en tout cas, pas nécessairement en nombre, mais en diversité de points de vue, qu'il y ait un maximum de points de vue qui puissent venir s'exprimer dans ces réunions de démocratie participative ou de dialogue citoyen. Alors oui, j'ai peut-être un côté un peu idéaliste. C'est pas un défaut. Ça peut arriver, mais je me dis qu'il vaut mieux avoir le côté idéaliste tout de suite, histoire de s'en approcher au maximum, plutôt que de partir de très bas en termes d'objectifs et de ne pas les atteindre. Et est-ce qu'en même temps, ce rapport de la décision aux citoyens n'est pas compliqué par les dispositifs intercommunaux ? Je veux dire, aujourd'hui, est-ce qu'on peut encore participer au niveau de la commune quand c'est l'agglo qui prend les décisions essentielles ? Alors en fait, je pense que le dialogue citoyen tel que nous sommes en train de le mettre en œuvre, c'est un dialogue citoyen qui doit se conjuguer sur plusieurs échelles, à la fois des échelles de temps différentes, mais aussi des échelles de lieux, de géographie, d'espaces différentes. C'est-à-dire qu'en fait, le dialogue citoyen, c'est à la fois répondre au problème du square qui est pas suffisamment bien en bas de chez moi, tout comme répondre à une problématique de la voie cyclable qui traverse la ville, tout comme répondre à la problématique là plus agglo du coup, qui concerne l'ensemble de notre métropole, les 24 communes par exemple, la problématique de la Loire, tous les sujets qu'on aborde sur la Loire. Donc conjuguer les échelles de temps et de lieu, dialogue citoyen, c'est pas seulement sur des problématiques stratégiques à horizon 15 ans, comme c'est le cas par exemple pour la Loire, c'est aussi des problématiques immédiates. Et vous évoquiez tout à l'heure l'initiative citoyenne. Moi j'ai un exemple qui me vient régulièrement à l'esprit, c'est cet exemple de pas très loin d'ici, la place du 116e régiment, exemple où ce sont les habitants qui ont voulu améliorer cette place qui n'était pas très jolie avant et qui désormais est bien plus jolie. C'est eux qui ont voulu lancer le sujet. Ils ont lancé le sujet d'ailleurs, ils ont lancé le sujet en demandant un certain nombre d'outils et de matériel à la collectivité, donc en l'occurrence le service des espaces verts de la ville de Nantes. Et du coup, là, il y a réellement co-construction. Même en réalité, ils ont même construit tout seuls, juste avec l'aide du service des espaces verts de la ville de Nantes. Donc vous voyez qu'en fait, il y a des sujets qui restent du domaine de la ville, il y a des sujets qui sont du domaine de la métropole, et il faut réussir à moduler le dialogue citoyen sur ces deux dimensions, même trois dimensions, quartier, ville, métropole. Dans cette logique de co-construction, là, il y a un débat qui s'ouvre à Nantes, on l'a dit au début de l'émission, ce qui est le débat sur la Loire, donc qui va s'ouvrir pendant les 8 mois qui viennent et qui débouchera ensuite sur un certain nombre de décisions. Ce sera un peu le modèle pour les années qui viennent à Nantes ? Tout à fait. Alors, ce sera certainement le modèle, et en tout cas le retour d'expérience sur ce modèle alimentera les futurs débats qui pourront avoir lieu. Johanna Rolland a annoncé qu'il y en aurait d'autres sur l'antenne
l'antenne de Télé-Nantes il y a 2 ou 3 semaines, a annoncé qu'il y aurait d'autres débats durant le mandat de cette dimension-là, sur d'autres sujets. Et en fait, l'idée, c'est que on ne construit plus la ville d'aujourd'hui sans l'apport, sans la contribution de ceux qui la vivent, cette ville. Donc je parle de ville, je pourrais dire la même chose sur le quartier, la même chose au niveau de la métropole. Donc on dit souvent remettre l'homme au centre de l'économie ou remettre l'homme au centre du système. Là, typiquement, c'est quelque chose qu'on essaye de faire. C'est presque une vision philosophique qu'on essaye de mettre en pratique. Remettre l'habitant, remettre le citoyen au centre du processus de décision. En tout cas, l'intégrer dans ce processus de décision de manière à ce qu'il puisse éclairer les débats à venir. Donc, le dialogue citoyen à Nantes, c'est le débat sur la Loire aujourd'hui. Ça en sera d'autres au niveau de la métropole un peu plus tard, une fois que celui-ci sera abouti. Mais le dialogue citoyen, c'est aussi la rénovation des conseils de quartier tels qu'ils existent aujourd'hui. C'est la mise en place d'un bureau des projets. C'est la mise en place d'un certain nombre de modalités qui permettent, notamment par le biais du numérique, d'attirer des personnes qu'on n'arrive pas à attirer aujourd'hui, à la fois par le biais du numérique, mais aussi en allant chercher les gens là où ils sont. C'est-à-dire que si je veux réfléchir à une problématique que peut poser un lieu, un square, un espace, un parking, un marché, eh bien j'ai intérêt à aller me mettre sur place, in situ, de manière à pouvoir réfléchir au sujet vraiment sur là où le sujet se pose. Et donc, du coup, aller vers les gens. Pas juste attendre qu'eux viennent vers nous. Même si au final, la méthode délibérative nécessite que les gens soient autour de la même table pour pouvoir avancer par argument et contre-argument et aboutir à un éclairage nouveau soumis au politique qui, au final, lui prend la décision puisqu'il est responsable, c'est lui qui a la responsabilité de la décision vis-à-vis des électeurs. Donc, Philippe, sur le numérique, sur la question. Oui, c'est un sujet qui nous intéresse beaucoup au Conseil de développement. On a travaillé pas mal depuis plusieurs années sur ces questions-là. On a donc une ville qui joue le jeu, ou une agglomération qui joue le jeu, avec la mise à disposition des données publiques, ce qu'on appelle l'open data. Et donc, comment vous voyez ces outils-là pour, je veux dire, contribuer, encourager, faciliter le dialogue avec les habitants et les citoyens? Tout à fait. Donc, vous avez évoqué l'open data. Pour moi, l'open data, c'est quelque chose qui, aujourd'hui, est perçu comme concernant uniquement... ça va être peut-être un terme un peu technique, mais les données structurées, c'est-à-dire quelque chose qui sont plutôt des chiffres, nombre de personnes qui prennent tel bus à telles heures, etc. Donc des choses qui rentrent dans un tableur, dans un fichier Excel. Je pense que ça c'est très bien, mais je pense qu'il y a toute une partie de l'information qui existe dans une collectivité qui est sous forme de données non structurées, typiquement des textes, des rapports, des délibérations, des graphiques, des images, des vidéos, des choses comme ça, des cartes. Ça, ce sont des choses qui ont aussi besoin d'être intégré dans ce mouvement de l'open data, qui s'appellera peut-être plus l'open data dans quelques années, mais la transparence est un socle important. Comme tout à l'heure, vous évoquiez l'initiative citoyenne, j'évoquais l'autre socle qui est le socle commun, pour que tout le monde ait le même niveau d'info. C'est cette transparence qu'il faut essayer d'atteindre, non pas pour le plaisir de la transparence, non pas pour tomber dans des excès de la transparence, mais pour que tout le monde puisse réfléchir et raisonner sur le même, en utilisant les mêmes termes, en partant des mêmes données. Et donc, pour moi, la dimension numérique du dialogue citoyen, c'est à la fois l'open data, dans ses deux facettes, structurée et non structurée, mais aussi le fait que cet échange puisse se faire en continu et pas seulement durant les réunions d'un conseil de quartier ou durant les délibérations ou les auditions publiques qui se feront dans le cadre de la commission du grand débat sur la Loire. Il faut que les citoyens, les habitants qui souhaitent participer et qui n'ont pas le temps de venir à 19h un jeudi soir à une réunion, puissent le faire le même jeudi soir, mais à 23h, parce que c'est là qu'ils ont le temps. Et donc, le numérique, c'est aussi la capacité de contribuer au travers d'un site qui soit facile d'accès, donc diminuer les barrières d'entrée au maximum, parce que c'est ça qui a pu bloquer dans des expériences passées. Donc, rendre disponibles les fonctionnalités qui permettent à tout citoyen de venir rajouter, aussi simplement que quand il écrit un mail, de rajouter une contribution, d'apporter des arguments pour ou contre un sujet, avec comme espoir quand même que la personne qui contribue au travers du numérique puisse venir défendre son point de vue lors d'une réunion ou lors d'une séance de délibération avec la méthode délibérative qui est extrêmement importante. Et évidemment, naturellement, le numérique, c'est aussi ce qui se passe en dehors de ces sites entre guillemets institutionnels ou participatifs, c'est-à-dire que les commentaires en bas d'un site, en bas d'un article dans le quotidien local, eh bien en fait, ça fait aussi partie de ce dialogue citoyen. Donc c'est là aussi qu'on peut aller trouver les sujets nouveaux qui peuvent intéresser les citoyens ou les points de vue nouveaux qui intéressent les citoyens sur un sujet commun qui est d'actualité. Mais cette dimension numérique là qu'on évoque, c'est aussi celle de l'autonomie.
des citoyens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, chacun peut devenir son propre média. Enfin, je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, mais vous-même, vous avez un blog qui s'appelle Malax. Je crois que c'est une référence à Alain Bachung, si je ne m'abuse. Exactement. Donc, vous êtes votre propre média. Donc, les citoyens peuvent le faire aussi. Ils peuvent aussi créer leurs propres initiatives, leurs propres débats, sans attendre d'initiatives qui descendent de la puissance publique. Et du coup, pour l'élu ou du dialogue citoyen, ça ne lui simplifie pas la vie, tout ça. Non, mais par contre, ça enrichit le débat. C'est-à-dire que tout à l'heure, j'appelais de mes voeux, j'allumais un cierge en espérant qu'il y ait un maximum de points de vue qui viennent s'exprimer dans le cadre de ces dispositifs de dialogue citoyen. Clairement, le web en général est aussi un lieu où des points de vue s'expriment. Et il faut être capable d'entendre ces points de vue de manière à les faire venir dans nos dispositifs pour qu'ils puissent y participer. Alors, ça marchera pas toujours, mais même si on réussit quelques fois sur un sujet, ben tant mieux, c'est toujours ça de gagner, c'est toujours cette diversité de points de vue, cette pluralité de points de vue qui viendra s'exprimer. Et effectivement, le web est un élément marquant de notre société d'aujourd'hui. Ça ne concerne pas nécessairement que les jeunes actifs. Ça concerne aussi des personnes âgées, ça concerne aussi des jeunes classes populaires ou pas populaires, etc. C'est un lieu où s'expriment des points de vue qui touchent notre société, alors au niveau national ou au niveau local, et je pense que c'est aussi là où il faut aller les chercher, ces points de vue, pour les faire s'exprimer dans le cadre des dispositifs qui nous concernent. Est-ce que ça veut dire que vous mettez en place un dispositif de veille et d'écoute justement pour sentir ce qui est un peu dans l'air du temps, les évolutions de comportement, les débats qui naissent spontanément effectivement sur Twitter, Facebook, enfin etc. On voit bien. Est-ce que vous vous outillez pour essayer de capter un peu ça ? Alors, il existe des outils professionnels qui permettent de le faire, mais en réalité, avant même d'en arriver là, simplement, on est de plus en plus d'élus, de plus en plus de membres du cabinet, de plus en plus parfois même d'agents de la ville qui sommes présents sur ces réseaux sociaux et qui sommes capables d'entendre ce qui se passe. C'est-à-dire qu'en fait, c'est très difficile qu'il y ait un sujet sur Nantes qui reste souterrain, entre guillemets. C'est-à-dire très vite, ça va émerger, très vite, on va s'en rendre compte. Moi, par exemple, sur Twitter, j'ai quelques recherches, en plus du fait d'être abonné à un certain nombre de personnes de la ville de Nantes, qui habitent Nantes, qui interviennent dans le débat sur Nantes. J'ai un certain nombre de petites recherches que je regarde tous les jours sur Nantes, sur Nantes-Loire, puisque c'est le sujet d'actualité, sur le nom d'un certain nombre d'élus, de manière à pouvoir savoir ce qui se dit, ce qui se passe, les blogs qui peuvent s'exprimer sur le sujet. Et parfois, je m'autorise à aller aussi contribuer au débat dans des commentaires sur des blogs ou sur Facebook. Ça fait partie de la vie d'aujourd'hui. On peut pas s'en passer. À propos de l'open data, là, vous avez dit un certain nombre de choses. Alors, je ne sais pas si c'est une annonce, mais vous avez dit qu'il ne faut pas simplement libérer des données structurées, mais libérer aussi d'autres choses, des rapports, des textes, des cartes, etc. Qui va quand même beaucoup, beaucoup plus loin et qui est une petite révolution quand même, y compris pour les structures techniques des collectivités. En réalité, moi je suis plutôt un réformateur qu'un révolutionnaire, mais maintenant le mot réformateur est un peu galvaudé et donne lieu à plein d'explications. Ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est qu'aujourd'hui sur le site de la ville de Nantes, on trouve énormément de choses. Sauf que parfois, elles sont pas faciles à trouver. Parfois, elles sont pas organisées de la meilleure, la plus claire et la plus transparente. Parce que aussi, les usages d'Internet font que on fait les choses un peu différemment maintenant. Parce qu'aussi, les outils évoluent et permettent des choses de manière plus facile. Mais je pense à des choses toutes bêtes. Par exemple, il est probable que par volonté de bien faire, un certain nombre de textes sont publiés au format scanné. Scanné, pourquoi ? Parce que c'est le document qui a été signé par l'élu, donc c'est le document qui fait référence. Or, publier un document scanné ne suffit pas, il faut pouvoir faire de la recherche dans le document. Donc voilà, c'est ce genre de choses. Je ne suis pas pour une révolution dans le domaine, mais plutôt pour des réformes successives qui permettent de rendre les choses plus transparentes. Merci Bassem Assé. Vous avez vu que l'heure finalement a passé assez vite. On a encore plein d'autres questions à vous poser. En tout cas, on vous souhaite bon courage pour la suite de ce mandat. Puis je pense qu'on a l'occasion de vous réinviter pour vous parler de ce sujet. En tout cas, merci d'être venu nous voir et continuer à écouter Radio Nantes. Merci pour votre invitation. Conseil de développement. Prospettive. Participation. Territory. Obmeni. Entwicklung. Radio Nantes vous a présenté Fréquence Citoyenne, l'émission à l'écoute du futur que vous pouvez réécouter sur notre site internet eradionantes.eu.